Alors pour finir cette relativement grosse étude du circuit RLC série, eh bien on va s'intéresser aux aspects énergétiques. Alors cette vidéo sera courte parce que du coup on ne va pas vraiment faire de démonstration parce que les calculs sont assez compliqués. On va utiliser du coup les calculs numériques pour obtenir enfin pas les expressions justement, les valeurs des énergies au cours du temps, et donc on va simplement les commenter. Alors, euh, donc, un petit rappel, et du coup, quand même, comment cela s'exprime dans le circuit, comment s'expriment dans le circuit les différentes énergies. Donc on va appeler Tm un instant quelconque, ça peut être une seconde, 10 secondes, n'importe quoi, on s'en moque. C'est juste du coup pour que vous ne confondiez pas avec la variable temps qui peut valoir n'importe quoi. Donc on prend un temps et on va l'appeler Tm. Donc dans un circuit RLC, il y a 4 types d'énergie, 4 énergies différentes. Il y a d'abord la famille des énergies stockées, qui sont des énergies potentielles. Il y a l'énergie potentielle électrique, qui est stockée dans le condensateur, et qui vaut 1,5 de la capacité fois la tension du condensateur au carré à l'instant considéré. Donc, nous, on se place à un instant Tm, donc l'énergie électrique stockée à l'instant Tm va être égale à 1,5 de Cu carré à l'instant Tm. Donc il suffit de remplacer le temps par Tm dans l'expression de Uc qu'on a démontré dans la vidéo, la grosse vidéo sur du coup, la résolution des équations différentielles. Et voilà, on a l'expression de l'énergie électrique stockée à l'instant Tm. Donc on peut la représenter, il suffit de la rentrer dans un logiciel pour tracer la courbe. Donc ensuite on a l'énergie potentielle magnétique dans la bobine, et son expression c'est 1,5 de Li carré, donc ici ça va être 1,5 de Li à l'instant Tm au carré. Donc là aussi on a l'expression de l'intensité dans le circuit à chaque instant, donc on a a priori assez facilement cette énergie stockée à l'instant Tm. Alors ensuite, il y a les deux dernières énergies qui, elles, ne sont pas stockées. Pour les déterminer, comme on l'a vu dans l'exemple de la charge dans un circuit RC, eh bien, il faut partir de la puissance reçue ou donnée à l'instant Tm. Donc il y a l'énergie donnée par le générateur, et donc comment faire pour la trouver? Eh bien en fait, ça va être la somme de toutes les énergies données par le générateur, toutes les petites énergies données par le générateur à chaque instant. C'est pour ça qu'elle va être donnée par une intégrale. Alors, donc on sait que la puissance donnée en convention récepteur, c'est U fois I, en convention, puissance donnée en convention générateur, c'est égal à U fois I. Or, la tension du générateur idéal, c'est E, donc ici, la puissance donnée, c'est E fois I. Alors, on peut se demander pourquoi là j'écris T et pas Tm. Bien, c'est parce que moi, si je veux l'énergie donnée par le générateur à l'instant Tm, il va falloir faire la somme de toutes les énergies données à chaque instant. Donc c'est pour ça qu'ici, T est une variable. Du coup, l'énergie donnée, eh bien, ça va être égal à l'intégrale de la puissance donnée à chaque instant, intégrale, donc une somme, entre le début de la charge, donc t égale à 0, et le temps final qui m'intéresse, qui est ici Tm. Donc il faut bien faire la différence entre t et Tm. T, ça va être tous les instants entre 0 et Tm. Et donc ça me permet de définir l'énergie donnée, l'énergie totale donnée par le générateur jusqu'à l'instant Tm. Voilà.
Et donc on va faire pareil pour l'énergie reçue par la résistance. Donc qui va être transformée en chaleur par effet Joule, et donc on peut considérer que c'est de l'énergie perdue, sauf si on veut utiliser le circuit RLC comme un chauffage, mais c'est quand même pas vraiment son rôle. Donc énergie reçue par la résistance. Donc même chose, on part de la puissance reçue, qui en convention récepteur, c'est aussi U fois I, et en convention récepteur. Donc ici ça va être UR fois I, et donc on peut l'exprimer comme étant RI carré. Et donc à l'instant T. Du coup, l'énergie perdue, totale à l'instant Tm, donc l'énergie perdue du début jusqu'à l'instant Tm, eh bien ça va être égal à la somme de la puissance perdue, ou reçue, du coup ici, fois dt. Hop. Alors, comment faire pour avoir ces deux énergies, puisque on n'a pas directement une fonction de U ou de I? Eh bien, c'est intéressant, mais je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je veux juste m'intéresser à l'interprétation, mais on fera ça en TP. Donc voilà, on va écrire un petit algorithme pour calculer ces deux énergies. Donc voyons le résultat. Alors on va d'abord regarder les résultats en régime apériodique. Donc ici j'ai pris Q égale 0,3. Donc je vous ai rappelé l'allure de UC en fonction du temps. Donc l'asymptote c'est toujours E, qui ici est 10 volts. Et donc ça va de manière monotone vers E, puisqu'on est en régime apériodique. Ici, voilà l'intensité. Donc l'intensité ici n'est pas monotone, mais malgré tout il n'y a pas d'oscillation, puisqu'elle n'est que positive. Donc elle part de 0, elle augmente, elle atteint son max, et puis elle rediminue jusqu'à son asymptote qui est 0. Et puis donc voilà ce qu'on obtient pour les énergies. Donc regardez bien les légendes. En bleu, on a l'énergie magnétique stockée au cours du temps. Et donc elle est assez logique, puisqu'on voit qu'elle augmente, elle atteint son max, et puis ensuite elle rediminue pour tendre vers 0. Et donc c'est logique, puisque l'intensité tend vers 0 à la fin du régime transitoire. Donc ça veut dire qu'à la fin du régime transitoire, la bobine, finalement, elle ne stocke plus aucune énergie, elle a tout rendu. Donc globalement, quand même, cette énergie, elle est relativement faible par rapport aux trois autres énergies. Alors, si maintenant je m'intéresse à l'énergie électrique stockée par le condensateur, donc c'est la courbe noire, donc on voit qu'au début elle est nulle, c'est normal, le condensateur est déchargé, et puis elle augmente jusqu'à atteindre sa valeur asymptotique, qui est 1,5 de CE carré, puisque la tension finale du condensateur, c'est E. Donc rien de très surprenant ici, ça tend de manière monotone vers 1,5 de CE carré. Maintenant, si on regarde l'énergie qui est perdue, eh bien là, on retrouve quelque chose qui est intéressant qu'on avait déjà vu pour le circuit RC. C'est que l'énergie perdue par la résistance, eh bien, au début, elle vaut 0, puisque au début, il n'y a pas eu encore d'intensité qui passait par résistance. Donc ensuite, elle augmente, parce que ça y est, l'intensité coule. Enfin, le courant coule, pardon, donc il y a de l'intensité dans la résistance, et puis elle augmente, mais elle tend vers une asymptote, et cette asymptote, c'est aussi 1,5 de CE carré. Et donc on trouve qu'à la fin du régime transitoire, lorsqu'on a un régime apériodique, eh bien on a à nouveau l'énergie qui est perdue dans la résistance, qui vaut la même que l'énergie stockée dans le condensateur, donc il y a équirépartition entre les deux, c'est 1,5 de CE carré. Et donc, l'énergie totale donnée par le générateur, eh bien on voit qu'elle tend vers CE carré. Donc ce que ça fait pendant le régime transitoire, c'est pas forcément évident, mais voilà, ça tend vers l'asymptote CE carré. Donc ce qui est intéressant, c'est de remarquer que dans le régime apériodique, finalement, on a la même chose que dans un circuit RC, c'est-à-dire sans la bobine. Donc la bobine, ici, en fait, elle a un tout petit rôle, mais si on regarde globalement, eh bien, ce que va stocker la bobine à un instant, enfin, au début du régime transitoire, elle va le redonner.
Donc finalement, d'un point de vue global, si on regarde le bilan, eh bien, la bobine n'a aucun impact sur les énergies. Donc finalement, on peut oublier la bobine. Le condensateur stocke 1,5 de CE carré à la fin de la charge. La résistance a perdu sous forme de chaleur 1,5 de CE carré. Et du coup, 1,5 de CE carré plus 1,5 de CE carré, c'est CE carré. Donc c'est l'énergie totale donnée par le générateur. Donc finalement, dans le régime apériodique, c'est assez cohérent, assez facilement, assez intuitif, on va dire, ce qui se passe. Maintenant, régime pseudo-périodique. Donc UC part de 0, puisqu'il n'est pas chargé, puis il va osciller autour de la valeur moyenne qui est E, et puis ça va finir par tendre vers E. Donc ici, j'ai pris un facteur de qualité de 4, pour le prendre ni trop grand ni trop petit. Voilà l'intensité, donc pareil, elle part de 0, et elle oscille autour de 0, et donc elle va tendre vers 0 à la fin du régime transitoire. Donc rien de bien surprenant pour l'instant. Et donc j'ai fait les mêmes calculs dans ce régime. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, donc les choses sont un petit peu bizarres. Enfin, non, il y a des choses qui ne sont pas bizarres. Donc déjà, ce qui n'est pas bizarre, c'est de voir que les deux énergies stockées, eh bien, elles oscillent. C'est logique, hein, puisque UC oscille, I oscille, donc les énergies qui sont 1,5 de CU carré, 1,5 de LI carré, elles oscillent. Alors, donc si je regarde l'énergie stockée par le condensateur, ici l'énergie stockée par la bobine, eh bien ce qui est remarquable, c'est que les deux sont en opposition de phase. C'est-à-dire, lorsque l'énergie stockée par le condensateur est max, eh bien l'énergie stockée par la bobine est min, 0,0, et vice-versa. Lorsque l'énergie... ah non, pardon, je dis une bêtise, non, excusez-moi, je me suis trompé, on n'est pas dans la décharge, donc j'allais dire une bêtise. Donc en tout cas, on voit que lorsque l'énergie stockée par le condensateur atteint ses extrémas, eh bien l'énergie stockée par la bobine est nulle. Ça c'est clair. Donc quand c'est max et min, l'énergie stockée par la bobine est nulle. Donc il va y avoir comme ça une espèce de décalage entre le stockage de l'énergie sous forme électrique et l'énergie sous forme magnétique. Et ce décalage, on le comprend parce que si on regarde l'intensité et la tension, donc on retrouve ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, eh bien les deux sont quasiment en quadrature de phase. Donc ça veut dire que lorsque l'une est max, l'autre est nulle. Donc lorsque par exemple UC est max, eh bien I est quasiment nul. Et voilà. Voilà, donc il y a une espèce de déphasage entre les deux, et donc ça se comprend par le déphasage entre l'intensité et la tension. Alors maintenant, ce qui est un peu moins évident à interpréter, c'est l'énergie donnée par le générateur. Donc l'énergie perdue par la résistance, bon, elle fait un peu des zigouigouis, mais ça, voilà, c'est pas illogique, puisque vu qu'il y a des oscillations, eh bien, on peut se dire qu'on ne va pas avoir quelque chose de bien régulier pour l'énergie perdue par la résistance. Donc ça, on peut comprendre. Donc, revenons à l'énergie donnée par le générateur. Là, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que cette énergie, elle augmente au départ. Bon, c'est logique, hein, puisque au fur et à mesure du temps, le générateur donne de plus en plus d'énergie, donc c'est normal que l'énergie totale donnée par le générateur augmente. Mais ensuite, il y a un truc quand même qui est très bizarre, c'est que ça diminue. Alors du coup, ça c'est vraiment bizarre parce que ça voudrait dire que si l'énergie donnée par le générateur diminue, c'est que entre cet instant-là et cet instant-là, eh bien, le générateur aurait reçu de l'énergie. Donc en fait, il joue plus son rôle de générateur. Eh bien oui, avec cette modélisation, c'est effectivement ce qui se passe. Alors comment le comprendre? Il suffit de regarder l'énergie stockée par le condensateur. Eh bien, l'énergie stockée par le condensateur diminue. Et bien ce qui se passe, c'est que cette diminution de l'énergie stockée par le condensateur, eh bien elle va se répartir entre les autres types d'énergie. Regardez, il y a l'énergie stockée par la bobine qui augmente, mais vu qu'elle est faible, eh bien il y a toute une partie de l'énergie qui est rendue par le condensateur, qui ne va pas uniquement aller dans la bobine, elle va également aller dans le générateur. C'est assez bizarre, encore une fois. Et donc,
en fait, l'intensité dans le circuit, à ce moment-là, est négative. Donc la puissance donnée par le générateur est négative, donc ça veut dire que le générateur reçoit de la puissance. Voilà. Donc ensuite, ça réaugmente, donc à ce moment-là, le générateur rejoue son rôle de générateur, donc on voit que ça re-remplit l'énergie du condensateur, mais à nouveau, eh bien, ici, le condensateur redonne beaucoup d'énergie, du coup ça se répartit entre la bobine, la résistance, mais également dans le générateur, donc le générateur reprend de l'énergie. Alors, en pratique, est-ce que c'est possible? Bon, à voir. Et puis donc ça oscille, donc on voit cette répétition de ce phénomène. Et puis ensuite, l'énergie du condo va tendre vers 1,5 de CE carré, à nouveau. Idem pour l'énergie perdue par la résistance. Et finalement, eh bien, l'énergie donnée par le générateur, au départ, elle atteint une valeur très très grande, mais grâce à cet échange avec le condensateur, eh bien, finalement, si on fait le bilan, eh bien, le générateur n'aura donné que CE carré, donc finalement, comme dans le cas apériodique. Voilà donc pour cette analyse grâce à la simulation.